Bienvenue aux rencontres de la plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Daniel Rinaudot, chercheur au BRGM, pour discuter d'eau en contexte de changement climatique. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je vois que les participants arrivent les uns après les autres. On est déjà 40. Bonjour à tous pour cette rencontre de la plateforme. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Daniel Rinaudot. Jean-Daniel qui va pouvoir ouvrir sa caméra également. Euh, donc, comme d'habitude, je commence par une courte présentation de notre intervenant, après quoi je lui laisse la parole pour une petite demi-heure. Ensuite, nous laissons la parole aux participants pour qu'ils puissent lui poser leurs questions suscitées par sa présentation. Si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation de Jean-Daniel, n'hésitez pas, c'est celle-là qu'on prendra pour échanger avec lui à l'issue de sa présentation. Jean-Daniel, donc, sois vraiment le bienvenu à cette rencontre de la plateforme. C'est avec plaisir que nous t'accueillons. On a été mis en contact il y a quelques semaines, quelques mois, parce que tu nous as sollicité pour avoir accès aux acteurs du bassin qui sont dans l'action territoriale. Et c'est avec grand plaisir qu'on t'a mis en contact, en particulier avec l'Agence de l'eau qui en connaît un grand nombre. Et tu as pu organiser un atelier avec eux. Donc Jean-Daniel, tu es chercheur au BRGM et tu es affilié à l'UMRGO à Montpellier. Tu es ingénieur agronome de formation et tu t'es orienté dans l'économie des ressources naturelles à travers ton doctorat et ton habilitation à diriger des recherches. Avant de diriger le BRGM, tu étais à l'International Water Management Institute où tu travaillais au Pakistan sur la corruption dans les grands périmètres irrigués. Vaste sujet, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, tes recherches portent principalement sur la dimension économique et institutionnelle de la gestion des eaux souterraines, avec une forte composante en sciences humaines et sociales. Et ça nous a vraiment intéressés. Tu t'intéresses en particulier aux expériences de cogestion des eaux souterraines par l'État et les usagers en France, donc les OUGC, les SAGE, en France et dans le monde. Donc là, sous-jacent, moi j'entends allocation de la ressource, et c'est vrai que dans le Grand Sud-Ouest de la France, on est extrêmement intéressé par ces questions-là. Euh, voilà, et on est aussi intéressé de performer de mieux en mieux dans cette allocation. Tu es un adepte de la recherche-action participative et on le verra bien dans ta présentation sur le Maroc tout à l'heure. Tu pratiques l'interdisciplinarité au quotidien et tu te positionnes à l'interface des sciences humaines et sociales, donc comme je disais tout à l'heure, et des sciences de l'eau. Tu connais très bien le bassin d'Ourgaronne parce que tu y as travaillé dans plusieurs territoires. Par exemple, tu étais impliqué dans un bel exercice de prospective qui a été réalisé sur le bassin de l'Adour pour que les acteurs du futur sage de l'Adour s'approprient mieux la question des nappes et les connaissent mieux, savent mieux de quoi ils parlent, de quoi on parle quand on parle de nappes profondes. Par ailleurs, tu as quand même siégé 12 ans au comité scientifique du comité de bassin, ce qui n'est pas rien. Donc, le comité qui est aujourd'hui présidé par Bernard Legube, un des administrateurs de notre plateforme. Tu travailles également sur ces problématiques au Maroc, donc c'est l'exemple que tu vas nous démontrer tout à l'heure. Tu as travaillé à Taïwan, en Californie, évidemment, c'est un endroit où on manque d'eau de façon très notoire et où les organisations ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe, mais intéressantes à examiner. Et aussi au Chili, dans le cadre de projets de recherche internationaux. Alors, je dois dire aux participants, on a déjà eu accès à sa présentation, bien sûr, que je raffole de cette présentation parce qu'elle fait appel au code du roman photo. J'ai trouvé ça très original et très, très mobilisateur. En tout cas, j'ai été captivé par ces photos et les dialogues des photos que vous verrez, c'est vraiment captivant. Et nous sommes convaincus, nous, à la plateforme, que toutes les formes de médiation sont bonnes à explorer. Donc, je te remercie pour cet exemple, cette idée qu'on n'avait pas encore, mais qui sera peut-être à reprendre ultérieurement. Jean-Daniel, je te laisse carte blanche pour nous présenter ton sujet. Et donc, on se donne rendez-vous vers 14 heures, un petit peu plus, pour commencer à échanger avec toi à partir des questions qui auront été posées sur la conversation. Eh ben, merci Jean-Daniel, beaucoup. c'est ton tour. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez?
Je ne suis pas sûr que vous m'entendez, si. C'est bon, on vous entend. C'est bon? Ok, merci, comme je n'avais pas de réponse. Merci, je vais mettre en mode... Voilà, excusez-moi pour le démarrage. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous d'être là. C'est un grand plaisir d'avoir un public pour partager le résultat d'une réflexion qui est... On ne t'entend pas, Jean-Daniel, excuse-moi. Ah, mon micro est allumé pourtant, et j'ai l'impression que d'autres personnes m'entendent. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Ah, tu l'entends. Pardon. En fait, on t'entend. C'est bon, L'erreur ok. vient de moi. Ok, je vous remercie. Voilà, donc je vais aujourd'hui vous présenter le résultat d'un ensemble de réflexions et d'un travail de recherche appliquée qui a été conduit dans le cadre d'un projet européen, méditerranéen, qui regroupait des partenaires français, marocains, algériens, espagnols et portugais. Et l'une des composantes de ce projet portait sur l'implication des citoyens et des usagers de l'eau dans la coproduction de connaissances relatives aux eaux souterraines. Et je vais aujourd'hui vous parler plus particulièrement de la manière dont mettre en place des réseaux d'observateurs citoyens ou d'observateurs communautaires au sein de communautés d'usagers pour suivre l'évolution, les variations du niveau des eaux souterraines. Alors, ma présentation va s'articuler en 3 temps. Je vais tout d'abord rappeler un peu des éléments de contexte, poser quelques définitions et vous donner un panel d'exemples tirés de la littérature internationale et de petits cas d'études que l'on a fait en contactant des auteurs un peu partout dans le monde. Je reviendrai ensuite sur la dimension sociétale de ces démarches dans lesquelles on cherche à engager des acteurs qui n'agissent pas à titre professionnel. Et je l'illustrerai à travers ce projet pilote que l'on a conduit au Maroc. Et puis, je conclurai en présentant un peu des réflexions préliminaires que nous avons collectivement eues lors d'un séminaire qui a été organisé donc, le mois dernier à Toulouse en regroupant un certain nombre d'acteurs du Grand Sud-Ouest, mais pas que. Voilà, au cours duquel on s'est posé la question de l'opportunité de ce type d'approche pour la gestion de l'eau en France. Alors, commençons donc par le contexte et les définitions. Moi, j'ai pendant longtemps entendu dire, et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont donc convaincus de ça encore aujourd'hui dans l'auditoire, que la surveillance des eaux souterraines, c'est une affaire qui est un peu trop sérieuse pour être laissée aux profanes, c'est-à-dire des non-techniciens et non-experts. Pourquoi? Parce que les mesures qu'on doit réaliser sont relativement techniques, qu'on est soumis à un impératif de précision, de reproductibilité des données et de représentativité des observations qu'on réalise dans une ressource qui de plus est invisible. Donc où prélever, comment prélever, où mesurer, tout ça n'est pas très évident et il serait un peu hasardeux de le confier aux profanes. Mais le monde change et on voit tous les jours dans la presse ou dans les médias arriver un grand nombre d'expériences dans lesquelles le citoyen est mis au cœur de la science, qu'il s'agisse du suivi des océans, de la faune, de la flore, et où les usagers eux-mêmes des ressources naturelles sont engagés dans la surveillance et dans la production de connaissances de la ressource qu'ils utilisent. Alors il y a 3 grands facteurs qui concourent au développement de ces expériences. Le premier, c'est la demande sociétale. Je crois que depuis une vingtaine d'années, avec les problèmes de maladie de la vache folle et les défis, les problématiques médicales, on a de plus en plus une défiance du citoyen vis-à-vis de l'expertise et du politique. On a aussi l'émergence d'un savoir-faire et de nombreux exemples en matière de sciences citoyennes. Tout ça pousse le citoyen à demander à être impliqué dans ce type d'approche participative. En parallèle, les politiques publiques répondent à cette demande et on a tout un tas de textes législatifs au niveau européen, national, même international, qui font la promotion des approches de démocratie directe, comme par exemple les conventions citoyennes. La politique de la recherche encourage de plus en plus les académiques à intégrer les acteurs dans leurs travaux. La politique de l'eau, depuis la loi de 92 et même avant, et en France et avec la directive, encourage aussi l'implication active des acteurs et la participation du grand public. Et puis enfin, on a tout le mouvement de Open Data qui demande à rendre transparent toutes les informations qui sont relatives à l'environnement et qui sont collectées par les scientifiques.
Et troisième facteur concourant au développement de ces approches, c'est les révolutions technologiques. Alors, on va citer, et je vais revenir sur le smartphone, la multiplication des drones qui permet de faire de l'observation aérienne, la popularisation des données satellites qui sont accessibles au grand public et qui permettent de faire de l'interprétation aux profanes, la multiplication des objets connectés qui permettent d'avoir du capteur un peu de partout, le développement des réseaux sociaux qui facilitent les échanges entre les citoyens potentiellement observateurs. Voilà, donc ces trois facteurs concourent à l'émergence de ces approches. Et je vais parler un petit peu de technologie pour commencer, avant de parler plus de la dimension sociétale. Alors, encore une définition, de quoi parle-t-on? J'ai utilisé le terme science citoyenne d'une part, et puis j'ai parlé de suivi participatif ou suivi communautaire d'autre part. La science citoyenne, c'est plutôt lorsqu'on va impliquer des citoyens qui sont pas forcément usagers ou qui sont même souvent non usagers et qui sont motivés, donc on parle de grand public, et qui sont principalement motivés par l'amélioration de la connaissance scientifique, qui veulent contribuer à la production de la connaissance scientifique. Par surveillance communautaire, on fait plutôt référence à des démarches dans lesquelles ce sont des usagers d'une ressource qui vont vouloir être impliqués dans la collecte et ou l'analyse de données pour améliorer la gestion de cette ressource avec un bénéfice évident, soit à titre individuel, soit collectif. Alors la frontière entre ces deux approches, elle est relativement floue parce qu'un usager peut être citoyen, un citoyen peut être marginalement usagers. Mais dans le cas des eaux souterraines, on va plutôt se situer à droite, c'est-à-dire dans les démarches de type surveillance communautaire, parce que l'observation des eaux souterraines, elle nécessite un accès à la ressource, et cet accès, c'est un puits ou forage. Donc souvent, ce sont des usagers qui sont propriétaires d'un puits ou d'un forage que l'on va chercher à engager dans ces démarches. Alors, suivi, mais de quoi et comment ça se fait? Globalement, il y a 4 types de programmes de surveillance communautaire ou de sciences citoyennes. Le premier, c'est la surveillance des niveaux d'eau dans les nappes, donc la piézométrie. La deuxième, c'est la surveillance ou la production de connaissances de données relatives aux points de prélèvement, c'est-à-dire le recensement des puits et des forages. Le quatrième, c'est la production de connaissances sur les prélèvements, qui prélèvent quoi et où et combien. Et enfin, il y a des programmes qui portent plus sur la surveillance de la qualité de l'eau. Plus marginalement, et je ne vais pas en parler, il y a également quelques programmes expérimentaux sur le suivi de la faune dans les eaux souterraines, la zygofaune, notamment France Nature Environnement, qui a porté des projets de ce type. Alors, quand on parle de suivi, tout de suite, on se pose la question de quel dispositif technique est-ce qu'on va donner à nos volontaires pour participer à ce suivi. Alors, tout le monde pense immédiatement à la sonde électrique, que la plupart d'entre vous connaissent certainement. Donc, un grand câble gradué qu'on va laisser descendre dans le forage jusqu'à ce qu'il touche l'eau, qui va établir un contact électrique, provoquer une sonnerie et qui va nous permettre de mesurer la profondeur de l'eau. Mais il y a aussi toute une panoplie de dispositifs low cost, dont j'ai représenté un certain nombre ici, qui vont du tout petit objet en métal qui, lorsqu'il touche l'eau, va faire un plop. Alors, il y a des plus ou moins gros. Il y en a un qui va sonner, il a une pile et il y a une sonnerie. Il y en a qui vont s'allumer parce qu'il y a un contact électrique. Tout ça peut simplement être accroché au bout d'un ruban et descendu au fond du puits pour en mesurer la profondeur. Donc, c'est pour dire que ça peut être low cost, comme on le verra plus tard, ça peut être aussi high-tech. Donc, pour ce qui concerne le recensement des ouvrages, il y a un certain nombre de programmes qui utilisent les applications de smartphone parce que vous êtes sur le terrain, vous avez une application de signalement, vous créez un point quelque part et vous déclarez ici j'ai un forage, c'est le mien et vous renseignez les caractéristiques, ou c'est un forage que j'observe et vous renseignez les caractéristiques et vous peuplez ainsi des bases de données. Pour les prélèvements, on peut soit déclarer des index sur une application smartphone, soit faire une photo simplement du compteur, envoyer la photo. Et il existe aujourd'hui des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire une reconnaissance de l'index et peupler des bases de données également. Et puis pour la qualité de l'eau, il y a tout un tas de manières non techniques d'impliquer des citoyens ou des usagers dans la mesure de la qualité de l'eau. On peut leur demander de collecter des échantillons dans des bouteilles et de les envoyer dans un labo. Voilà, il y a un certain nombre d'expériences dans ce sens. On peut aussi leur distribuer des kits colorimétriques. Vous trempez simplement ces kits et en fonction de la couleur, ça va vous donner une gamme de concentration et vous rapporter cette information-là. Il existe aussi des sondes portatives assez peu chères maintenant, et puis on peut même, dans un certain nombre de cas, accompagner des profanes dans la mise en place d'un laboratoire artisanal qui vont gérer localement. Il y a des exemples notamment au Liban de ce type d'expérience. Voilà, ça c'est pour dresser un peu le panorama de la diversité des actions qui peuvent être entreprises, des types de suivi qui peuvent être entrepris.
Je voudrais maintenant revenir sur le smartphone, parce que le smartphone, c'est un peu une révolution par rapport à ces démarches-là. Alors, le smartphone, je crois qu'on ne s'en rend pas compte tous les jours quand on l'utilise, mais c'est un petit bijou qui contient plein de choses, notamment un GPS qui permet de donner la localisation, votre localisation exacte. Ça permet de communiquer. Ça dispose d'un processeur qui permet de faire des calculs et d'utiliser des logiciels. Il a un certain nombre de capteurs, capteurs son, capteurs lumière, LIDAR, accéléromètre, inclinomètre, etc. Et la gamme de capteurs ne fait qu'augmenter, et il prend des photos. Alors, en quoi est-ce que ça décuple l'univers des possibles ou le champ des possibles pour l'implication des usagers? C'est que grâce à ce téléphone, un observateur va immédiatement pouvoir fournir des métadonnées. Des métadonnées, c'est-à-dire la localisation de sa mesure, la date et l'heure, et son identification. Le téléphone, via les capteurs, va permettre de faire de l'observation avec la photo ou des mesures. Je vais revenir sur des exemples des mesures, mais le téléphone permet de mesurer des paramètres physiques ou des paramètres chimiques dans l'eau. Le téléphone va permettre de réaliser des calculs, c'est-à-dire de traiter l'information qui vient de collecter à l'étape précédente, de la spatialiser sur un cycle, de l'analyser. Et enfin, il permet de communiquer vers un serveur, établir de la communication entre un observateur et un gestionnaire, donc on coordonne des actions, et établir de la communication entre des usagers qui vont du coup, qui font partie de la même communauté, et donc au sein desquels il va se passer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est assez fondamental. Cet outil-là ouvre un champ, voilà, un champ immense des possibles. Alors, juste deux exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est une application smartphone qui est développée par une petite entreprise néerlandaise qui utilise le son du haut-parleur du téléphone pour envoyer un signal acoustique bien particulier qui va rebondir sur la surface de l'eau dans le forage, et le micro du téléphone va capter l'écho, va encoder cet écho, l'envoyer sur Internet où il va être traité par un logiciel qui va calculer le niveau d'eau à partir de l'analyse du rebond de cet écho sur l'eau, qui va donc peupler une base de données et qui va renvoyer l'information à l'usager en lui disant l'eau est à 11,52 mètres dans ce forage. Voilà un exemple d'application qui potentiellement peut révolutionner la mesure. Deuxième type d'application, alors c'est le 3 parce que j'ai sauté la deuxième type d'application, c'est l'utilisation du smartphone pour faire de la mesure chimique. Là, on a un certain nombre de prototypes qui ont été développés pour différentes substances dans lesquelles on utilise la lumière émise par le flash de l'appareil photo qui, via une fibre optique, vient rentrer dans une chambre dans laquelle se trouve l'échantillon d'eau auquel on a ajouté des réactifs chimiques qui vont permettre d'avoir une couleur qui sera proportionnelle à la concentration. Et le capteur de lumière ambiante va analyser la couleur qu'il reçoit donc après avoir traversé l'échantillon. Et connaissant une courbe qui a été établie en laboratoire qui donne la relation entre la couleur de l'échantillon et la concentration, eh bien l'appareil va vous donner immédiatement la concentration, avec une certaine précision évidemment, de la substance que vous recherchez. Donc là, on voit bien qu'on peut engager des acteurs pour faire, par exemple, l'application, c'était en Inde, une cartographie à grande échelle des teneurs en fluor, avec un enjeu pour la santé qui était important. Voilà pour les applications, on va dire, très techniques de l'utilisation des capteurs du téléphone. Mais le smartphone et plus largement les systèmes d'information qui sont associés permettent également d'engager une multitude d'acteurs dans la collecte d'informations et la gestion de ces producteurs d'informations. Et là, je prends un exemple qui se situe en Afrique du Sud, dans lequel on a développé une application smartphone pour faire le recensement des forages. Donc, c'était après la grande sécheresse, au cours de laquelle les forages se multipliaient, il n'y avait absolument pas de déclaration, et donc l'agence de l'eau, de la recherche de l'eau locale finance un projet dans lequel on développe une application qui va permettre de recenser les forages et, si possible, déclarer de l'information sur leur profondeur, etc. Alors, il est possible, avec ce type d'application, de différencier une version qui va permettre de collecter une information de base auprès du grand public et une information beaucoup plus détaillée auprès de professionnels, les foreurs, les bureaux d'études. Et puis, il est aussi possible, grâce à des technologies de type blockchain, de différencier les utilisateurs en termes de fiabilité. Donc, tout nouveau utilisateur va se voir attribuer 1 étoile sur 5, par exemple. Et au fur et à mesure qu'il va vérifier les données d'autres et qu'il va donc faire preuve de fiabilité dans ses observations, les observations sont vérifiées les uns par les autres, et plus l'observateur a produit des données qui ont été validées par d'autres, et plus lui-même valide des données d'autres observateurs dont il confirme la précision, et plus il contribue en termes de volume d'information, plus son statut va augmenter, et donc plus il va avoir un nombre d'étoiles élevé qui va lui donner une confiance plus importante. Et donc là, on voit bien que c'est une façon de répondre à la critique de la validation, ou du manque de validation des données qui sont produites par un public aussi large.
Et puis ce type de système d'information va aussi permettre d'encourager les acteurs à charger des informations, puisqu'on va par exemple calculer, vous attribuez un crédit de données, et lorsque vous avez trop téléchargé de données et que vous n'en fournissez pas, en fait, vous allez avoir un crédit épuisé, vous n'allez plus pouvoir que consulter, mais pas télécharger des informations. Le but étant ici d'encourager les bureaux d'études et les foreurs à charger de l'information. Voilà. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, dans le cadre du projet, on a réalisé 14 fiches assez détaillées en français et en anglais qui résument en termes assez simples ces expériences et que vous pouvez trouver sur le site internet du projet ici. Voilà. Je vais maintenant en venir à l'expérience marocaine, parce que j'ai peut-être donné l'impression jusque-là d'être un fanat de technologie, mais ce n'est pas du tout le cas. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, j'ai un background plutôt en économie et sciences humaines et sociales. Et en fait, la difficulté de la mise en place de ce type d'approche, elle est plutôt de ce côté-là. Elle est plutôt du côté de l'engagement des acteurs. Et donc, au Maroc, on a travaillé dans le cadre du projet que j'ai cité tout à l'heure sur un terrain qui se situe dans le Moyen Atlas et qui est une zone dans laquelle, historiquement, il n'y avait que des cultures en sec et beaucoup d'élevage, peu d'eau, à part quelques sources. Et la technologie du forage a complètement transformé le paysage avec implantation de vergers, de maraîchage et la multiplication des forages. Évidemment, ces forages ne sont pas autorisés. Il n'y a aucune gestion volumétrique et ça a conduit à la surexploitation de la nappe avec une baisse du niveau piézométrique de presque 50 mètres par endroit en moins d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la crise est telle qu'elle conduit les usagers à s'interroger sur la manière dont mettre en place eux-mêmes des règles de gestion en créant des associations d'usagers. Donc on a encouragé et accompagné ce processus de création d'associations d'usagers. Mais l'une des difficultés que l'on avait et dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'absence de données. On est dans une zone dans laquelle il n'y a pas un seul piézomètre. Et donc, il fallait produire de l'information pour essayer d'estimer quels sont les volumes prélevables maximum, est-ce qu'on prélève, quelles sont les surfaces maximum qu'on pourrait irriguer. Et donc, pour ça, on a décidé d'impliquer les usagers dans la construction de cette connaissance tant de la ressource que des usages. Alors, l'idée d'impliquer les usagers, donc clairement, c'était de leur donner des outils qui leur permettent de faire des mesures du niveau de la nappe, et puis c'était des outils qui leur permettent d'identifier tous les forages et de déclarer toutes les personnes. Pourquoi faire ça ? Le premier objectif, c'est la durabilité. On est là dans un cadre d'un projet de recherche qui va durer 4 ans. On sait très bien que quand on est parti, les choses vont s'écrouler si on n'a pas mis en place quelque chose qui a été pris en main par les acteurs eux-mêmes. D'où l'idée de se dire, si ce réseau de suivi de la nappe, il fonctionne, on le met en place et il fonctionne grâce aux agriculteurs, quand on est parti, ça va continuer de fonctionner. Évidemment, ça permet d'augmenter la densité spatiale des mesures, ça permet de fonctionner à moindre coût que si on installait des capteurs automatiques de partout. Ça permet aussi aux gens d'apprendre par l'expérience, parce qu'en fait, quand ils font la mesure, ils voient comment ça réagit par rapport à la pluie, ils voient comment ça réagit par rapport au pompage. Ça contribue aussi à leur donner confiance dans la donnée, parce que cette information, c'est la leur, elle n'a pas été produite par quelqu'un d'autre, ils peuvent en discuter entre eux, il n'y a pas de problème de confiance autour de la donnée. Et puis enfin, ça les responsabilise, puisqu'ils voient directement les conséquences de leurs propres actions en termes de pompage sur le niveau de la nappe. Alors, on est arrivé avec une approche qui semblait rodée, on avait lu toute la littérature, on savait à peu près comment on allait s'organiser et on est parti la fleur au fusil. Et pourtant, pendant plus de 2 ans, ça s'est vraiment avéré être du bricolage et du bricolage socio-technique, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois à résoudre des problèmes techniques, mais aussi des questions de motivation de nos usagers. Alors, on est parti avec 2 sondes commerciales qui coûtent relativement cher, qu'on avait mis à disposition des agriculteurs à la coopérative. Mais évidemment, les gens s'en sont servis assez régulièrement et très vite, on a eu des problèmes, elles se sont coincées. Voilà, vous avez une petite illustration d'un certain nombre de difficultés qu'on a rencontrées assez régulièrement et qui risquaient de démotiver nos usagers parce qu'à chaque fois, ils perdaient des heures à régler le problème. Ça nous a conduit à installer des tubes guides. Donc, systématiquement, dans tous les ouvrages, on a essayé d'installer des tubes guides de façon à ce qu'on résolve le problème de la sonde qui se coince. Et néanmoins, tous nos agriculteurs ne mesuraient pas régulièrement. Donc on s'est dit, on va embaucher quelqu'un localement à temps partiel qui va leur téléphoner régulièrement, leur dire, on est le 15 du mois, c'est le moment de mesurer, envoie-moi l'information par WhatsApp. Et lorsque les agriculteurs ne le faisaient pas, cette personne se substituait, allait sur le terrain et faisait la mesure. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette personne, dans une société assez hiérarchisée, avec des ethnies, des clans politiques, elle ne pouvait pas rentrer chez tout le monde. Et ça n'a pas résolu
le problème. Et ça nous a conduit à la dernière étape du bricolage, qui a consisté à se dire, il faut qu'on donne une sonde à chaque agriculteur. Et comme quand on va partir, ils n'auront pas les moyens de s'acheter cette sonde, il faut qu'on les aide à apprendre à la fabriquer localement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là aussi, des heures et des jours de travail pour trouver un prototype qui puisse être construit localement avec du matériel local. Et chaque agriculteur s'est ensuite retrouvé équipé de cette sonde avec laquelle il l'a mesuré. Alors en parallèle, on avait développé une application smartphone. Dans le cadre du projet, on avait mutualisé cette compétence avec d'autres terrains dans d'autres pays. Et on s'est rendu compte que bien qu'ayant une démarche dans laquelle on voulait l'adapter, on était prêt à la concevoir avec eux, les agriculteurs n'ont pas voulu s'en servir et je reviendrai un peu sur les causes de cette difficulté. Au final, vous avez en vert ici tous les points qu'on a suivis. Donc, sur une zone sur laquelle on n'avait aucune information, on a pu acquérir de la donnée. On a pu construire des chroniques sur un certain nombre d'années qui nous ont permis de voir un peu les tendances. Et vous voyez pourtant qu'il y a un certain nombre de points dans lesquels les forages, les mesures s'arrêtent. Il y a des forages, il y a des gens qui sortent, qui abandonnent le suivi. Vous voyez aussi qu'il y a une collecte de données assez irrégulière. Et on a voulu creuser l'origine de ces difficultés-là. Et donc, on a fait une enquête qui cherche à comprendre quelles sont les causes d'abandon, pourquoi il y a des mesures irrégulières, et enfin, il y a des gens qui mesurent, on le savait, et ils ne nous communiquaient pas l'information, pourquoi. Donc là, je rentre un peu dans le social, je vais aller un peu plus vite. Dans les réponses, il y avait deux choses qui sont ressorties de façon très évidente. La première, c'est une compréhension des facteurs de participation. Les gens nous ont dit qu'ils étaient prêts à partir au début, parfois peut-être un peu pour nous faire plaisir, parfois parce qu'ils ne savaient pas trop, parce que voilà, ils voulaient un peu explorer. En fait, dans le panel qui a travaillé avec nous, on a des gens qui trouvaient ça inutile. En partie parce qu'ils avaient des attitudes fatalistes et qu'ils ne voyaient pas qu'est-ce que ça pouvait changer au système, quoi. On mesure, ça descend, bon, et alors? Et à contrario, on avait des gens qui étaient beaucoup plus volontaristes et qui voyaient bien que ça pouvait les aider à contrôler ce qui leur arrive. Parce qu'ils étaient capables, à partir de cette information, de voir que ça baisse et donc de se dire qu'il faut optimiser la gestion de la pompe, qu'il faut changer l'assolement. Cette année, je ne vais pas planter d'oignons parce que je vais garder toute mon eau pour les vergers. Je sens que mon forage va s'assécher, donc je commence à faire de la protection. Donc en fait, ils ont trouvé une utilité personnelle à cette information. Et pour certains, ils étaient même convaincus de l'utilité collective. Donc ça, c'était le fait qu'il n'est pas évident et il faut mieux s'assurer avant d'engager des acteurs des facteurs qui peuvent motiver leur participation et éventuellement leur désengagement. La deuxième chose qu'on n'avait pas du tout vue et que cette enquête a mis en évidence, c'est qu'il existe un risque lié au partage de l'information. Les gens mesurent dans leur forage, mais parfois, ils n'ont pas envie de le partager parce que, par exemple, ils mesurent de l'eau à une profondeur qui est supérieure à la profondeur officiellement déclarée de leur forage. Parce qu'évidemment, ils l'ont approfondi sans rien dire à personne, mais si jamais ça se savait, ils pourraient se retrouver en difficulté. Deuxième exemple, les commerçants viennent parfois souvent même acheter la production avant même le démarrage au début de la saison. Et si jamais le commerçant sent qu'il y a un risque que le forage soit à sec, il ne va pas contractualiser avec cet agriculteur. Et donc l'agriculteur, il a tout intérêt à ne surtout pas montrer que l'eau descend dans son forage parce qu'il va perdre ses acheteurs. Voilà. Bon, il y a des contraintes institutionnelles également, je ne reviens pas dessus. Donc pour terminer sur cet exemple marocain, c'est que voilà, il y a tout un côté technologique qui est formidable, mais avant de s'engager, nos recommandations sont vérifier que le dispositif est techniquement irréprochable du point de vue des usagers qui vont devoir le mettre en place, bien comprendre les motivations de ces usagers et adapter le dispositif de façon à ce qu'ils répondent à leurs attentes, c'est bien ça dont il est question. Ne pas sous-estimer le fait que partager de l'information, rendre de l'information transparente génère des risques, et donc il faut bien les comprendre pour mettre en place aussi le niveau de confidentialité, le niveau de diffusion qui va éviter que ces risques ne détournent les volontaires du programme. Et puis enfin, quand on produit de l'information, on peut perturber les équilibres sociopolitiques. C'est pas forcément neutre, donc bien réfléchir à l'impact que cette information va avoir sur le système sociopolitique, et puis surtout, bien clarifier à qui et à quoi cette information va servir, c'est-à-dire le cadre institutionnel et la gouvernance de ce réseau d'information. Donc voilà pour le cas marocain, et pour conclure, je vais revenir rapidement sur la mise en débat de ce sujet en fait en France, de façon un peu exploratoire lors du séminaire du 11 septembre. Donc on avait réuni un public assez varié qui représentait des associations, des départements, des syndicats de bassin et des EPTB, même une communauté d'agglos, voilà. Et on a essayé de réfléchir faire un état des lieux d'abord, et puis de réfléchir sur comment est-ce que ce type d'approche peut s'insérer dans les réseaux de suivi des eaux souterraines, sachant que les réseaux de suivi des eaux souterraines, ils sont
très divers. Aujourd'hui, il y a plus de 350 réseaux en France qui sont gérés par plus de 120 producteurs de données, donc une multitude de scénarios de développement de ce type d'approche possible. Alors, très rapidement, en fait, ce séminaire a montré qu'il existait déjà des choses. Tout d'abord, un de nos collègues a bien rappelé que le BRGM, dans les réseaux de suivi historiques du BRGM, on s'appuyait, nous aussi, sur des observateurs qui réalisaient des observations manuelles, qui remplissaient des petites cartes postales et qui nous les envoyaient. Progressivement, tout ça a été remplacé par des différentes générations d'instruments, d'équipements qui permettent de l'enregistrement automatique. Néanmoins, ce type d'approche subsiste encore, par exemple en Alsace, où le réseau qui a été créé en 1949 a été transféré en 1995 à la PRONA, l'Association de protection de la nappe d'Alsace, qui a continué d'utiliser ce système de fiches et enveloppes prétimbrées, et qui aujourd'hui donc a modernisé le système avec une application smartphone. Et donc elle dispose aujourd'hui à la fois d'un réseau d'ouvrages équipés de centrales, mais aussi d'ouvrages qui sont suivis manuellement par des bénévoles. Donc voilà, ça existe toujours, ça fonctionne très bien, et ça fonctionne notamment parce qu'il y a un effort considérable qui est fait en matière de formation, d'information et d'animation pour maintenir la motivation. Et on a des participants à la PRONA qui sont volontaires depuis 40 ans, qui font des mesures depuis 40 ans. Donc c'est un exemple super intéressant et qui mériterait d'être creusé. Et puis on a des expériences un peu nouvelles, on va dire récentes, qui s'inscrivent plus dans la transformation sociétale actuelle, notamment le syndicat de la nappe de Crau, le CIMCRO, qui a mis en place un réseau éco-citoyen de surveillance de la nappe. Et donc vous voyez là tous les points en vert, ils sont peut-être pas très visibles, mais tous les points en vert sont des points qui sont suivis par des citoyens, organisé en réseau, qui est animé par un institut spécialisé. Donc le CIMCRO a délégué cette compétence-là à cet institut spécialisé pour gérer l'animation et la motivation. Voilà, donc plus d'informations auprès de contacts que je peux vous fournir au CIMCRO également. Voilà, alors on a poursuivi cette réflexion, et je vais être très très rapide là-dessus, en mettant en débat 4 scénarios. On avait construit 4 scénarios de développement de ces réseaux en France, qui ont été mis en débat, avec le but de se poser les questions: qui doit être associé au suivi, quel type de volontaire, du citoyen, l'agriculteur, le technicien de la municipalité, qui et quels sont les avantages et les inconvénients de différentes implications, surtout pour quelle finalité, production de connaissances, évaluation de l'efficacité de mesures de gestion, optimisation d'un réseau, voilà, quelles sont les finalités les plus pertinentes, avec quel portage, est-ce que c'est à un EPTB, un département, une association de porter ça, et comment, quelle gouvernance, c'est-à-dire que cette information elle est produite, partagée dans quel cadre, quelle base légale, voilà, la gouvernance de l'information, du système d'information, et puis quels sont les risques, les obstacles à éviter lorsqu'on veut mettre en place ce type d'expérience. Alors je vais juste conclure par une conclusion qui sortait de ce séminaire. Une synthèse plus détaillée sera bientôt disponible. Donc 2 points. En fait, je crois qu'une des choses qui est ressortie fortement, c'est que si on se positionne, lorsqu'on veut engager des volontaires, il faut se mettre à leur place. Et si on veut engager des volontaires, il faut donner du sens à leur engagement. C'est-à-dire que la collecte de données ne suffirait pas elle-même à donner du sens. Il faut les associer à l'interprétation et la production de connaissances. On va les aider à monter en compétences. Il faut se servir d'eux comme des relais pour qu'ils soient acteurs de la sensibilisation de la communauté. Et puis, il faut ensuite qu'on aille plus loin et qu'on les associe aux délibérations relatives à l'évaluation d'options. Donc, fort de cette connaissance, on se pose des questions de ce qu'il faut faire. Il faut les associer à cette dimension-là. Et enfin, éventuellement, si le cadre le permet, aller jusqu'à les associer à la décision. Et donc, on voit bien que l'un des enjeux, c'est de bien articuler cette approche participative de production de connaissances avec les autres composantes de la participation des acteurs dans la gestion de l'eau, la gouvernance. Voilà, ça doit bien s'intégrer. Et puis, si on se pose la question du point de vue du porteur du dispositif, l'idée, c'est de se dire, si je m'engage dans cette démarche-là, c'est pour produire des données, mais c'est aussi pour mobiliser les connaissances profanes d'acteurs, parce qu'ils ont des capacités d'observation et un savoir que je cherche à mobiliser. Je veux aussi les accompagner dans le développement de leurs compétences, donc des compétences non expertes, pour les faire monter en compétences, et m'appuyer sur eux pour qu'ils jouent un rôle de relais auprès de leur communauté. Et ça veut dire que c'est un processus dans lequel on cherche à embarquer les acteurs. Il ne s'agit pas uniquement de produire de la donnée à bas coût, sinon c'est l'échec garanti. Et ça veut aussi dire qu'en tant qu'experts et décideurs, on renonce un peu au monopole de la connaissance et au monopole de la décision. Et ça, c'est pas forcément facile. Voilà, j'en ai terminé. Juste pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a avancé dans le cadre de projets de recherche. On a eu ce petit séminaire qui nous a permis de nous confronter à la réalité
avec les acteurs du Grand Sud-Ouest en grande partie. Mais nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons besoin d'expérimentation dans des contextes très variés, à des échelles variées, avec des finalités variées, des publics variés, des gestionnaires variés. Et nous avons un intérêt scientifique à accompagner de tels projets. Donc, si certains d'entre vous sont motivés, n'hésitez pas. On est preneurs de terrains d'études et d'acteurs qui sont motivés pour monter ce type de manip expérimentale. Je vous remercie pour votre attention et je suis maintenant à votre disposition pour les questions. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Daniel. C'est absolument passionnant d'entendre des spécialistes comme toi de la recherche-action parce qu'on sent vraiment que c'est ancré sur le terrain. Et moi, je retiens aussi beaucoup quelque chose qui nous touche ici à la plateforme, c'est le besoin d'engagement des usagers de la ressource pour faire euh, réussir ce type de projet, la nécessité de permettre aux acteurs locaux de s'engager jusqu'au bout, c'est-à-dire d'être prêt à les écouter, à les entendre. Et tu as parlé de casser un monopole, casser le monopole de la connaissance, c'est vraiment hyper intéressant. Il n'y a pas encore eu beaucoup de questions posées sur la conversation. Je vous rappelle vraiment qu'elle est là pour ça. Une première remarque de Bernard Legube. Bonjour Bernard, qui demande: qu'en est-il de la sécurité des piézomètres quand ils sont accessibles à tous ou non? Est-ce qu'il y a beaucoup de casses, beaucoup de vols? Alors, la question a été effectivement soulevée lors du séminaire. Là, je parle plus de la situation française. Lorsqu'on engage des volontaires pour aller faire des mesures dans des piézomètres, on les fait se déplacer et on les soumet au risque potentiel d'accident. Et donc, c'est posé la question de la responsabilité. Et donc, c'est ce qui avait conduit le BRGM à une époque à mettre fin au système de volontaires réalisant des mesures de piézométrie. Et c'est aussi ce qui milite pour la mise en place d'un système associatif, c'est-à-dire que c'est une association dont la finalité est la surveillance de la nappe, qui envoie ses membres, qui sont adhérents, réaliser des mesures. Donc la question se pose plus en termes de sécurité des volontaires qui vont aller faire les mesures et de responsabilité que des ouvrages. Les ouvrages, les piézomètres, ils peuvent être cadenassés ou c'est pas trop un enjeu. Léa Pambrin demande quel type d'accompagnement vous proposez précisément. On sent quelqu'un qui est sur le terrain, qui est prêt à solliciter ce type d'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez précisément? Un accompagnement technique, financier, sur combien de temps? Voilà, comment tu vois ça dès à présent? Et puis qu'est-ce que tu es prêt à apporter, Jean-Daniel? Bah là, très clairement, en fait, on a terminé un projet de recherche. C'est un sujet sur lequel on veut continuer de travailler. Donc, on est prêt à monter de nouvelles propositions de recherche. Comme je l'ai souligné, on est toujours sur de la recherche-action, donc il faut qu'il y ait un partenaire opérationnel qui soit intéressé pour qu'on puisse co-construire avec lui cette recherche et conduire l'expérimentation. C'est pas de la recherche qu'on fait en laboratoire, c'est de la recherche qu'on fait avec un gestionnaire de bassin et avec des usagers qui vont faire des mesures. Donc on cherche des partenaires qui seraient prêts à s'engager dans la construction, la co-construction d'un projet de recherche expérimentale, d'un projet pilote, quel que soit le financement, et voilà, pour travailler ensemble. C'est un partenariat qu'on recherche. D'accord. Et donc si vous arrivez à monter quelque chose sur un SAGE ou sur un contrat territorial, ce serait quoi pour vous un nouveau projet de 5 ans? Quelle forme ça prendrait? Oui, alors c'est très amont. On parle de voilà, c'est un appel à expression d'intérêt d'une certaine manière. D'accord. C'est-à-dire que voilà, nous, si vous voulez, on a un savoir-faire qu'on aimerait bien poursuivre. On ne peut travailler que si on a des acteurs. On a déjà lors du séminaire du 11 septembre identifié des gens qui étaient motivés et prêts à tenter des expériences. Voilà, on cherche à tenter des expériences avec des partenaires qui veulent monter avec nous des projets. D'accord. Alors, Lynn Congassio a bien repéré, c'est une question que je voulais poser, qu'on a, en tout cas au Maroc, des systèmes un peu low cost. Est-ce que la précision de la donnée s'en ressent?
Oui, alors évidemment, la précision de la donnée s'en ressent. Si vous voulez, on n'est pas au centimètre là, parce qu'on a gradué des sondes. On a gradué des sondes à 50 centimètres, donc l'estimation ensuite elle se fait à vue de nez par l'agriculteur. Après, on est en train de parler de baisse de plusieurs dizaines de mètres, hein, donc voilà. Donc on n'a pas de la donnée qui répond aux exigences scientifiques habituelles. Néanmoins, à partir de cette information-là, sachant qu'il n'existait rien, c'est surtout ça, on était en système dans lequel il n'existe rien. Donc on produit de l'information qui est complémentaire à ce qui existe. Ça sera la même chose en France. On peut avoir une dizaine et d'ailleurs, dans le cas de l'Accro, ils l'ont bien montré. Ils ont déjà un certain nombre de capteurs automatiques qui enregistrent toutes les heures, mais la donnée apportée par les citoyens, bien que moins précise, permet d'élargir la couverture spatiale. Et donc, à partir de ça, au Maroc, par exemple, on a été capable de tracer une piézométrie, certes pas très précise, mais qui a permis au moins de comprendre les sens d'écoulement de l'eau. Et donc de dialoguer avec les agriculteurs sur est-ce qu'on a tous la même compréhension du sens d'écoulement de l'eau. La piézométrie est comme ça coule dans tel sens et pourquoi. On a ensuite reconstitué une piézométrie historique qui était basée sur des observations très anciennes au moment de la création de certains forages d'eau potable, des sources, etc. Et on a pu montrer comment est-ce que la piézométrie avait évolué entre les années 90 et aujourd'hui. Et ça aussi, c'est source de débat. Donc on produit de la connaissance qui fait avancer le débat sur la modalité de gestion de la ressource, et c'est pas forcément de la donnée extrêmement précise qui est censée alimenter le calage d'un modèle. Voilà, on n'est pas forcément sur la même donnée et sur la même utilisation de cette donnée. D'accord. Une petite question pratique, s'il te plaît. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran Ah pour qu'on pardon, puisse voir en plein écran voilà, c'est fait, la pardon. personne qui prend la parole? Euh, la question suivante de Alice Coty. Euh, qui a été intéressé par la question des motivations des participants, donc de la question de l'engagement. Est-ce que tu as des indicateurs permettant de mesurer cette motivation avant et après le projet ex ante, ex post et même pendant, évidemment? Parce que tu parlais bien de ces arrêts en cours de route, les gens qui abandonnent. Est-ce que tu as des moyens de mesure de ce genre de choses? Alors non, j'ai pas la réponse à la question. Finalement, on a un peu découvert naïvement la question sur le terrain et on a cherché à comprendre les facteurs. Et aujourd'hui, ma recommandation, c'est dire, pour le prochain projet, quand on va essayer de faire quelque chose d'expérimental comme ça, il faut qu'on analyse à l'avance les motivations, éventuellement, effectivement, qu'on les suive en cours de route. Mais j'ai pas la réponse, ça fait partie de ce qu'on aimerait faire par la suite. Donc voilà, je suis très intéressé par échanger sur ce sujet avec ceux qui se posent ces questions-là. Euh, une autre question, donc cette fois de Solène Le Papin. Tu as parlé avec, on va dire, avec un peu de pudeur de l'équilibre des pouvoirs qui semblait assez délicat sur place, et puis cette question du monopole du savoir. Donc elle voudrait savoir si la production de connaissances a généré des nouveaux équilibres de pouvoir. Oui, alors je vais prendre un exemple. Par exemple, donc je vous le disais au Maroc, il y a une obligation de déclarer les forages, etc. Dans la pratique, un certain nombre ne sont pas déclarés et ils sont pourtant connus des pouvoirs publics. Et le fait qu'ils aient pu être forés a donné lieu à une petite compensation financière. Voilà, j'utilise pas le mot de corruption, mais c'est un peu l'idée. Et donc le fait de rendre transparent l'information en faisant des recensements de forage et de rendre transparent les recensements de forage, ça pose problème par rapport à ça. Voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, le fait que les acteurs produisent de la donnée, partagent de la donnée, s'est heurté à des conflits de politique très locale. C'est-à-dire qu'il y avait des élections municipales sur le terrain. La société s'est fracturée en deux de façon très violente. Et donc, voilà, la contribution du projet pouvait être perçue comme associée à l'une ou l'autre des factions. Et c'était très difficile de maintenir cet équilibre. On ne travaille pas sur un terrain on travaille sur un véritable terrain sur lequel il y a d'autres enjeux et on peut être récupéré, manipulé involontairement par rapport à ces enjeux-là, quoi. Oui, pardon. Je vois que Louis Coubès a levé la main. On me dit depuis un certain temps. Louis, je vous donne la parole. Je pense que vous pouvez activer votre micro, si ce n'est pas déjà fait, et prendre la Non. parole. Alors, autorisez le micro. Voilà, je vous autorise le micro. Louis, vous pouvez parler. Euh, Louis Coubès, non, ça ne marche pas.
Ah, Ah, peut-être là, hein, ça marche? C'est voilà, bon. ça y est, on y est. Ah voilà. Alors je me suis présenté sommairement à Renaudot, là, je ne sais pas s'il avait eu un courrier. Il faudrait que j'ai son mail là, pour que je puisse m'expliquer. Ben, j'en ai pour 2 ou 3 pages. J'étais hydrogéologue au BRGM au XXe siècle. Je suis resté 30 ans, j'ai une expérience qui pourrait être intéressante parce que j'ai constaté justement, comme au Maroc, que j'étais chargé de recueillir les renseignements au titre de la BSS sur tous les forages qui étaient faits et ça ne se faisait pas, quoi. Il n'y avait rien, hein. Il y avait des tas de... Je constate actuellement dans mon département que c'est pareil, qu'il y a une nappe qui est intéressante mais qui est complètement ignorée parce qu'il y a des tas de forages qui ne sont pas déclarés, ni personne ne s'occupe de recueillir les résultats. Alors, autre chose, j'ai essayé d'inclure des amateurs dans ce boulot. Et alors, justement, pour cela, il me fallait une sonde électrique. C'est pas à la mesure des associations de se procurer une sonde électrique. J'avais proposé au préposé du réseau ADS BRGM de me prêter une sonde, mais il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Et parce que j'ai un point, donc je peux démontrer l'intérêt et qui peut être suivi à bon prix. Alors, on pourrait faire, comment dirais-je, faire un an d'observation, on leur soumettrait et ils verraient si ça les intéresse. D'accord. Alors, Monsieur Koubès, comme ancien expert, vous connaissez certainement ça mieux que moi, mais peut-être que dans les producteurs de données, en particulier Piezo, effectivement, au-delà de Hades et du BRGM, il y a aussi les animateurs justement de politique territoriale, et peut-être que, je ne sais pas sur quel territoire vous vous trouvez, mais peut-être que sur ce territoire-ci, c'est le département du Tarn-et-Garonne. Voilà. d'accord, donc il est possible, alors j'ai pas en tête tous les contrats territoriaux, les sages qui couvrent ce secteur, mais peut-être que les structures qui portent ces actions territoriales sont elles-mêmes productrices de données et seraient intéressées par avoir un nouveau point. Donc ça peut être Non, mais aussi... là c'est un peu l'anarchie, quoi. C'est la FNSE qui fait la loi, alors chacun fait ce qu'il veut, là. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Peut-être que Si vous avez Jean-Daniel... votre adresse, je vous expliquerai ça plus en détail. D'accord, très bien, merci. Merci de votre Envoyez-moi votre concision en tout adresse. cas. Merci. Merci de votre concision. Jean-Daniel, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, mais c'est très bien. Mais il faudrait se rapprocher du BRGM à Toulouse pour voir comment ils peuvent éventuellement vous intégrer dans un réseau. Moi, c'est pas mon Mais ils ne domaine. Ouais. répondent pas. Hein. Ils Bon, répondent pas. je pourrais relayer. Merci. Merci, Monsieur Koubès. Donc, la question suivante de Laurent Danville, qui fait le constat effectivement assez pertinent qu'en France, la plupart des forages ne sont pas déclarés. J'ai moi-même dans mon jardin un puits que j'ai jamais déclaré à ma mairie, malgré son ancienneté. Comment est-ce qu'on peut enclencher sur un aquifère ou une nappe stratégique une démarche qui a l'ampleur nécessaire et quels sont les leviers pour ça justement et comment inciter les usagers à y participer parce que c'est beau de lancer une démarche mais si on n'a personne sur le terrain, comment est-ce qu'on arrive justement à obtenir cet engagement hein, en luttant contre les a priori, la peur de la mise en place d'une redevance, d'un retour de l'État, de surveillance policière, etc. Ok, je crois je veux juste relativiser le début du commentaire. Hein. En France, la plupart des forages domestiques ne sont pas déclarés, effectivement. Oui, Je crois qu'il c'est comme faut ça que pas je généraliser. l'ai interprété, c'est vrai. Effectivement, les forages domestiques sont rarement déclarés. Et les propriétaires de forages domestiques sont une cible potentielle, parce que finalement, il y a tout un tas d'endroits dans lesquels il y a plein de forages qui sont des points d'observation, et ces gens-là, on pourrait essayer de les impliquer
dans ce type de réseau. Alors, comment inciter les usagers à participer, éviter la peur de la redevance, etc. Encore une fois, c'est une bonne question, c'est une question ouverte. Moi, j'ai pas la réponse. Mais je pense que ces peurs, elles ne sont pas forcément toujours fondées. Alors, elles le sont parfois, hein, parce qu'il y a des gens qui devraient payer une redevance pour assainissement parce qu'ils mettent l'eau du forage dans le réseau après l'avoir utilisé et qui devraient payer une redevance assainissement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, là, je pense qu'il y a une cible qui mériterait une approche un peu expérimentale. Je vois que M. Loubès souhaite encore intervenir. Je lui réouvre le micro. M. Loubès, allez-y. Alors, on ne vous entend pas. Peut-être activez votre micro. Merde, ça perd l'hypopète. Alors, il faut que je vous autorise le micro. Est-ce que ça marche comme ça? Ça ne marche pas. Et est-ce que ça marche comme ça? Oh, tu sais le faire. Est-ce que votre micro est bien ouvert, Monsieur Koubès? Le mieux, ce serait que vous puissiez écrire dans la conversation votre commentaire ou votre question complémentaire. Peut-être j'en profite pour sauter à l'une des questions qui suivaient, en attendant qu'on trouve la solution technique. Ah, ça y est. Voilà, ça y est, j'ai désactivé. Alors moi, j'ai exercé la fonction d'hydrogéologue chargé du service public au BRGM et au XXe siècle. Alors ce que j'avais fait, parce que la plupart des forages ne sont pas déclarés, je m'étais lié d'amitié avec certains foreurs et je faisais avec eux. Je pense qu'effectivement, c'est aussi une piste. Ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances. Et donc, j'ai recueilli des tas de renseignements grâce à ça. D'accord. Merci pour ce commentaire aussi. Oui. Merci pour votre témoignage, Monsieur Koubès. Alors, je voulais juste rebondir sur le commentaire, la question coulée verte, qui pose la question: êtes-vous prêt à vous associer à une équipe citoyenne sans accord d'une institution? Nous, on est prêt à toute expérience. Il faut réfléchir à la viabilité de cette expérience. C'est-à-dire que je sais pas, ça fait réfléchir à voix haute, mais l'idée, je crois que on a eu des discussions de ce type-là autour du Marais Poitevin. Dans le Marais Poitevin, on va dire, l'objectif de ces démarches, c'est quand même d'accompagner la co-construction d'une connaissance partagée entre tous les acteurs, y compris dans une situation conflictuelle. Donc, si on appuie simplement une association de protection de la nature à développer de la connaissance qui va servir à se battre contre les autres, en fait, on alimente le conflit et on ne cherche pas à le résoudre. Dans le Marais Poitevin, je trouvais que ce qui était assez remarquable, c'est qu'une association locale dépendante de France Nature, affiliée à France Nature Environnement, a constitué un réseau d'observation des sources de débordement de l'aquifère. Et ce réseau d'observation, initialement monté par des associations de protection de l'environnement, a été intégré dans le système d'information de l'établissement public du Marais Poitevin, le PTB. Et donc, ça devient de la donnée qui est discutée avec les agriculteurs. Voilà, on n'oppose pas la donnée des uns avec la donnée des autres. Et ça, c'est une chose qui est venue assez forte au niveau du séminaire qu'on a eu également à Toulouse, c'est de se dire, le but, c'est de créer des lieux dans lesquels on va pouvoir apporter chacun notre information, la confronter et co-construire une information commune. Donc, si Coulée Verte, Mosson, vous êtes en situation de contre-pouvoir et qu'il n'y a pas moyen d'apporter cette information dans un pot commun qui va aider à construire une vision commune de la ressource, je pense qu'on ne fait que contribuer à perpétuer le conflit. Je ne connais pas le cas assez bien pour répondre. Hein. Voilà, et les deux autres questions qu'on n'a pas encore à aborder, c'est des questions qui concernent visiblement des institutions qui sont prêtes à partir. Avec Alain Tidière qui signale que son institution est très implantée en Mauritanie avec la mise en place de politiques de gestion intégrée de la ressource en eau avec l'Agence de l'eau. Donc ça, c'est l'aide au développement assurée par l'Agence de l'eau, avec un futur déploiement national de la télémétrie en Mauritanie. Donc,
c'est l'assistante de Monsieur Tidière qui vous parle et qui reviendra vers vous afin d'échanger plus en détail sur des synergies éventuelles et partenariats. Donc, bravo, premier contact très concret, opérationnel. Et puis, les pages AV11 posent des questions qui montrent qu'ils sont eux aussi super intéressés. Merci pour cette présentation pédagogique et claire, je suis assez d'accord. En tant qu'opérateur de terrain, elle nous ouvre de nouvelles pistes d'action pour compiler de la donnée et associer les habitants. À quelle échéance cherchez-vous des projets? Et si un projet se concrétise, comment te le proposer, Jean-Daniel? Je réponds à nouveau et très, très brièvement comme tout à l'heure, hein, nous sommes à la recherche de partenariats pour faire ensemble, concevoir ensemble des projets, voilà, et expérimenter ensemble. Donc, très concrètement, l'adresse mail de Jean-Bernard sera à la fin de sa présentation, que Tout nous à fait. mettrons, que Jean-Daniel, pardon, ce sera à la fin de sa présentation. On la mettra également à la fin de celle que j'ai faite et qui sera sur notre site internet, de même que le replay de la vidéo. Voilà, Suzanne Schomburg souligne l'importance d'avoir un bon lien avec les foreurs qui sont les premiers informés quand on a des nouveaux forages. Et vraisemblablement, il n'est pas inutile de prévoir des formations pour les informer de leurs droits et de leurs devoirs, hein. Ils peuvent gagner des sous sur la création de forages, mais il faut aussi qu'ils donnent de leur côté les informations qui relèvent en faisant ça. Et puis Julien Lecomte, je ne sais pas s'il est des services de l'État, mais il pose une question très judicieuse, qui est le partage des données avec les services de police de l'eau et les services redevances, agence de l'eau. Est-ce que c'est très... alors, bon, tu n'as pas encore énormément d'expérience en France à ce sujet, mais j'imagine qu'il va de soi que ces données doivent être partagées. Alors, bah, pas forcément, c'est vraiment une très bonne question. En fait, au Maroc, on a posé sur la table très clairement le fait que les informations qu'on collectait auprès des agriculteurs étaient uniquement destinées à être partagées avec les associations d'usagers d'agriculteurs. Et qu'on ne produirait que de la donnée non nominative, non identifiable, des évolutions c'est-à-dire que l'évolution de la piézométrie pour les ouvrages observés n'est pas localisée avec un XY. L'agence de l'eau ne peut pas les localiser. Ça, c'était le deal qui était posé. Je pense que si on travaille en France, ça fait partie des questions qu'on doit se poser dès le départ. Je pense que c'est vraiment une des leçons. C'est quelle sera la gouvernance du réseau d'information? Qui va déclarer? Qui a le droit de voir? À quelle échelle est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est compilé par secteur géographique et on montre un indicateur piézométrique moyen? Ou est-ce qu'on montre l'évolution piézométrique de chaque ouvrage? Qui a le droit d'accéder à cette information? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et qu'est-ce qu'on ne va pas en faire? Et ça doit être discuté dès le début. Donc, il se peut que si on est dans une logique où un OUGC veut contrôler des volumes et a intérêt à partager de l'information avec la police de l'eau pour éviter les prélèvements illégaux, parce que c'est dans son intérêt et qu'il le souhaite, alors la donnée est accessible à la police de l'eau. Il se peut aussi que dans un autre cas, il veuille gérer ça en interne, en famille, et qu'il ne veut absolument pas que ça passe à la police de l'eau, et c'est un autre contexte. Et je pense qu'à chaque fois, ce scénario est à construire, et il est bien plus important que le scénario technique. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à partir, nous, dans notre expérience, trop sur la technique, le smartphone, etc. Et on ne s'est pas assez posé, on ne s'est pas assez rendu compte le fait que le scénario institutionnel devait être clair d'abord. Et qu'une fois qu'on savait pourquoi, comment on va collecter et comment on va partager et à quoi ça va servir, alors on engage les gens dans la collecte. Oui, alors il y a une remarque immédiate de Suzanne Schomburg qui dit oui, c'est bien de fournir les données à la police de l'eau, mais on n'a pas le temps de la gérer. Voilà. Mais moi, je suis très sensible comme Julien Lecomte d'ailleurs, avec ta réponse, c'est que c'était exactement ce que nous a dit à notre dernière rencontre Bruno Lyon sur la gestion quantitative de la ressource. Et il rappelait que effectivement, nous, ingénieurs, on a tendance à arriver avec des approches très techniques, mais que peut-être que le préalable à tout ce type de dynamique, c'est une approche de gouvernance et de bien se mettre d'accord sur la gouvernance qu'on veut mettre en place. Et puis sur cette base, voir comment on met en place des solutions techniques adaptées à l'organisation qui est attendue par tous les participants. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des questions et au bout justement de notre horaire. Je trouve qu'on est assez brillant hein, sur la gestion de l'horaire. Merci à tous.
Euh, on a été jusqu'à 71 participants à cette présentation. Moi, je pense que ça témoigne vraiment, mais comme on l'a vu d'ailleurs sur l'atelier que tu as organisé, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. L'atelier que tu as organisé à l'Agence de l'eau, c'est vraiment un sujet important. Et moi, je sens que, et je trouve important que voilà, les porteurs de démarches territoriales, surtout sur les nappes qui ont besoin, puissent faire appel à ce type j'allais dire de service, mais c'est bien plus qu'un service que tu amènes là, pour optimiser la gestion de la ressource. Comme je le disais au début, l'allocation de la ressource en eau en France, elle est relativement bien organisée. Mais après ça, sa mise en pratique, elle peut rester encore conflictuelle. On a vu des arrêtés d'autorisation pris par l'État sur la base des demandes faites par les OUGC qui ont été retoqués par le tribunal administratif. C'est dommage d'en arriver là. Et voilà, ce que tu proposes, ça peut vraiment contribuer à une meilleure connaissance, donc un meilleur partage de situation. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, le replay sera disponible sur le site internet bonnepratique-o.fr avec ta présentation, avec ma petite introduction, avec tes coordonnées en particulier. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-Daniel. Il est vraiment à votre disposition. Il est là pour ça, pour aller plus loin sur ces questions. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Merci Au beaucoup à plaisir vous. de travailler à nouveau avec toi dans ce bassin que tu connais déjà bien et pour lequel tu as déjà apporté beaucoup de contributions. Voilà, bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.